Yo, bienvenue dans Manga Animation. Alors, avant de commencer, on va se débarrasser des mentions d'usage, donc n'hésitez pas à liker, partager et commenter cette vidéo si jamais celle-ci vous plaît. Voire même si elle vous plaît pas, ça m'aidera vraiment beaucoup et je vous en remercie. Également, je vous invite à me rejoindre sur ma chaîne Twitch, vous avez le lien dans la description, car je vais entamer un watch-along de l'anime de Golden Kamuy. Donc si vous avez envie de découvrir l'œuvre en étant accompagné, n'hésitez pas à venir m'y rejoindre, ça fait toujours plaisir. En attendant, c'est parti. Dans cette vidéo, je vais continuer sur ma lancée et vous parler d'une œuvre que j'affectionne tout particulièrement et qui est très certainement mon manga préféré à l'heure actuelle. Je pense d'ailleurs qu'il mériterait une hype incommensurable au vu des derniers tomes, mais la réalité est tout autre. Alors, si vous avez cliqué sur la vidéo par rapport au titre, bon déjà, merci d'être là, mais je préfère vous prévenir. Dans mes vidéos, je m'efforce de présenter les œuvres de la manière la plus complète possible. La partie qui vous intéresse sûrement ne sera donc pas abordée dès le départ. Je vous demanderai donc soit d'être patient.e.s ou alors de cliquer sur le timer qui correspond dans la description. Bref, je vais arrêter de tourner autour du pot, si vous aimez les persos badass, les combats épiques et la comédie complètement what the fuck, vous êtes au bon endroit. Mais enfilez une doudoune, vous risqueriez d'attraper froid car aujourd'hui on va parler de Golden Kamuy. Golden Kamuy est un manga seinen écrit et dessiné par Satoru Noda. Le manga est prépublié dans le Weekly Young Jump depuis août 2014 et est toujours en cours à l'heure où j'écris cette vidéo. Il sortira en volume relié aux éditions Shueisha à partir de 2015, avec pour l'instant un total de 28 tomes sortis au Japon. En France, le manga est publié aux éditions Kiun avec un rythme de parution de plus ou moins un tome tous les 2-3 mois. Alors comment vous dire que le temps d'attente pour moi qui évite de lire les scans est juste un enfer. Mais bon, l'œuvre vaut clairement ce sacrifice. Golden Kamuy n'est également pas en reste au niveau des récompenses. Le manga a reçu le Grand Prix du Manga Taisho en 2016, ainsi que le Grand Prix Osamu Tezuka en 2018, après avoir été nominé les 2 années précédentes. L'histoire a donc acquis une certaine réputation, mais pas uniquement au Japon, car la série a été nominée pour le prix Eisner dans la catégorie meilleure édition américaine d'une œuvre internationale, et en France elle a aussi reçu un Daruma pour le meilleur scénario à la Japan Expo de 2018. Le traducteur français de la série, M. Sébastien Leudman, a même été le premier à remporter le prix Konichi, qui récompense les traducteurs et traductrices de manga japonais au Festival d'Angoulême. Bref, vous l'aurez compris, Golden Kamuy a réussi à dépasser les frontières. Malheureusement, elle peine encore à se hisser au rang des boss qui cartonnent en ce moment. Mais cela doit sûrement être dû au fait qu'elle ne s'adresse pas aux enfants. Et je vous laisserai méditer sur cette phrase. Je pensais d'ailleurs que la série animée aurait pu lancer la hype, seulement moi-même qui suis un grand supporter de la série, j'ai quelques réserves à émettre à son égard. C'est donc en 2018 que le studio Geno sort la première des 3 saisons animées du manga, et c'est le studio Brain Base qui prépare la 4e. Les 3 premières saisons sont d'ailleurs disponibles sur Crunchyroll pour un total de 36 épisodes, donc autant dire que c'est vite visionné. Mais pour ma part, si je devais vous donner un petit conseil, ce serait de vous lancer dans le manga. Bon, ceci étant dit, depuis le début je ne tarie pas d'éloges sur l'œuvre alors que vous ne devez sûrement pas la connaître. Il est donc temps de passer au synopsis. Saichi Sugimoto est un jeune vétéran de la guerre russo-japonaise qui a eu lieu entre 1904 et 1905. Durant cette guerre, il se verra attribuer le surnom d'immortel, dû au fait que peu importe la situation dans laquelle il se trouvait, il finissait toujours par survivre, mais non sans blessure. Les conflits maintenant terminés, Sugimoto se retrouve comme bon nombre de ses camarades, sans le sou et délaissé par la société, cherchant désespérément à faire fortune. Alors qu'il tente sa chance dans la recherche d'or, son compagnon d'infortune rencontré par hasard va lui faire part d'une rumeur plutôt étrange. Un détenu d'Abashiri, une prison de haute sécurité en Hokkaido, aurait décimé une tribu Ainu pour s'emparer de leur or, et le cacher avant de se faire arrêter. Il aurait ensuite tatoué ses codétenus sur le corps y dissimulant la carte permettant de localiser le fameux trésor de plus de 75 kg d'or pur. Piqué dans sa curiosité, Sugimoto demande alors plus d'informations, mais l'homme se rendant compte qu'il en avait trop dit dû à l'alcool, se stoppa net. Peu de temps après, il tentera même d'assassiner Sugimoto de peur qu'il n'ébruite cette histoire.
Sugimoto se débarrassera facilement de l'agresseur et découvrira que son corps est couvert d'un tatouage très étrange. Additionné à l'histoire qu'il venait de lui raconter et de la tentative d'attaque à son encontre, Sugimoto comprend que cette rumeur est en réalité bien fondée et décide de partir à la recherche de cet or. Mais il a beau être un soldat, il n'est pas rompu à l'exercice de la survie en pleine nature et lutte tant bien que mal contre les éléments, la faune et la flore pour parvenir à trouver ces fameux Ainu. C'est alors qu'il fera la rencontre d'Ashirpa, membre d'une tribu Ainu, qui malgré son jeune âge montre une détermination et des connaissances qui lui feront gagner le respect de Sugimoto. Après avoir discuté, Sugimoto va lui révéler ses motivations, comprenant que la jeune fille pourrait être une alliée précieuse. Il apprendra par la suite qu'Ashirpa a perdu son père à cause du sans-visage, le tristement célèbre prisonnier d'Abashiri, auteur de ce larcin abominable. Elle accepte donc d'aider Sugimoto dans ses recherches, partant en quête de réponses sur ce qui a poussé cet homme à s'en prendre à son peuple. Mais la rumeur d'une telle quantité d'or caché ne tardera pas à s'ébruiter, et nombreux seront ceux qui tenteront de mettre la main dessus. Sans compter que les codétenus du sans-visage se seraient apparemment évanouis dans la nature. Si après ça vous n'avez pas au moins envie de donner sa chance à Golden Kamuy, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Alors ça ne saute pas forcément aux yeux de prime abord, mais le manga est vraiment dense. Et quand je dis dense, je ne parle pas du nombre de pages par tome. Et je voudrais d'ailleurs faire une toute petite aparté sur les éditions Kiun qui nous proposent quand même des tomes d'une très grosse qualité. Et en parlant de qualité, il faut bien aborder la première qui, elle, saute directement aux yeux, le dessin. Satoru Noda est pour moi un des meilleurs dessinateurs actuels, et son style ne cesse de s'affiner et s'améliorer au fil des tomes, avec un trait qui se démarque nettement des autres, mais n'enlève en rien à la prestance de ses personnages et la beauté de ses décors. Il est d'ailleurs un maître de ce que je me suis amusé à appeler les plans beaux gosses, en gros du fanservice mais avec des hommes. Donc je pourrais parler pendant des heures des têtes hilarantes d'Ashirpa, de la sensation de puissance du Shiyama, de la badasserie constante de Sugimoto, des BG que sont Ijikata, Ogata ou encore Kiroranke, et bien sûr de ce clown de Shiraishi. Mais tout ce que je pourrais en dire ne rendrait pas hommage au réel talent de dessinateur de Noda Sensei. Et c'est d'ailleurs le gros point noir de l'anime à mon humble avis. Le dessin du manga est tellement précis sur les plans et exagéré sur certaines expressions qu'il est difficile de véritablement le retranscrire en anime. Ce qui fait passer des scènes hilarantes dans le manga à presque gênantes dans l'anime, n'ayant pas le trait de Noda Sensei pour le sublimer. Ça plus le fait qu'il n'ait pas animé la bataille de Barato qui est une de mes parties préférées du manga. Après, ça c'est un détail. J'aurais d'ailleurs la même remarque à faire pour l'anime de Dr. Stone, mais ça c'est une toute autre histoire. Bref, je pense que vous l'aurez compris avec les quelques planches que je vous ai partagées, le dessin de Satoru Noda se passe de commentaires et met parfaitement en exergue cet univers palpitant, déluré et déjanté. Ensuite, il y a les thématiques abordées dans cette œuvre, et quand je vous ai dit qu'elle était dense, vous allez vite comprendre pourquoi. Guerre, géopolitique, révolution, tradition tribale, féminisme, chasse, survie dans la nature, le tout couplé à une chasse au trésor engagée par des personnages complètement fêlés, boostés à la testostérone. Et quand je vous dis ça, vous devez sûrement penser que l'histoire ne fait que les mentionner partiellement, mais bien au contraire. Je n'imagine même pas le travail de documentation qu'a dû produire Noda Sensei, ne serait-ce que pour reproduire l'authenticité des tribus Ainu, qui sont complètement inconnues hors des frontières japonaises. Alors forcément, les thèmes se regroupent et on pourrait les schématiser de la sorte, avec deux grandes thématiques principales qui sont l'armée et les tribus Ainu. L'un représenté comme l'antagoniste, dirigé par son instigateur principal, le lieutenant Tsurumi, opposé à une vision plus traditionnelle du peuple Ainu, représenté par l'un des meilleurs personnages féminins toute œuvre confondue, Ashirpa, qui à mon humble avis représente le mieux les valeurs du féminisme, mais j'y reviendrai lorsque j'aborderai les personnages. Et même si leur objectif premier reste de mettre la main sur l'or, leurs idéaux divergent totalement et leur but final dépasse la simple chasse au trésor. Nous en apprenons donc plus sur le fonctionnement de l'armée à cette époque, quelles sont les retombées sur les régiments après de grosses batailles, et ce qui les pousse à continuer à servir leur pays. Mais surtout comment un homme déterminé peut utiliser l'esprit brisé de ses soldats pour les faire se battre pour ses propres motivations. De l'autre côté, on en apprend énormément sur les us et coutumes des tribus Ainu, Noda Sensei s'étant efforcé de respecter la réalité de ces tribus en allant même jusqu'à introduire leur dialecte dans l'histoire. Comment construisent-ils leurs pièges pour chasser et pêcher? Comment préparent-ils leurs plats? Quels sont leurs ustensiles de la vie quotidienne? À quoi correspondent leurs vêtements? Quelles sont leurs croyances? Etc. etc. Tous ces thèmes sont détaillés sans pour autant prendre toute la place dans l'histoire, ce qui la rend d'autant plus intéressante lors des moments faibles du récit.
Bref, vous l'aurez compris, même si certains membres des différentes tribus sont quelque peu romancés, leur quotidien est quasiment identique à la réalité et permet de mettre la lumière sur une peuplade totalement méconnue. Ajoutez à cela des thématiques annexes qui collent parfaitement à l'histoire, comme la course hippique, la voyance, les tueurs en série, la recherche d'or ou encore la chasse à la baleine. D'ailleurs, ça me fait penser, si la vue d'un animal mort ou blessé peut vous choquer, passez votre chemin car Golden Kamuy risque de vous donner la nausée. Déjà rien que sur cet aspect-là, l'auteur fait un travail exceptionnel en réussissant à lier scènes d'action épiques et joutes verbales pour faire avancer l'histoire, aux planches de contemplation et scènes d'apprentissage pour nous apporter de l'intérêt lorsque le scénario est en attente. En gros, il a trouvé une parade ultime pour les épisodes filler habituellement totalement osef. Après, faut aimer les mangas entre guillemets d'apprentissage, sinon cela va vous paraître hyper long. L'univers est donc ancré dans la réalité, relatant des événements historiques nous aidant à nous immerger dans cette époque retranscrite de main de maître. Nous avons donc un univers cohérent, sublimé par des dessins d'une qualité rare et d'un scénario qui réussit à nous tenir en haleine et nous dépayser sans jamais révéler toutes ses cartes. Golden Kamuy a donc tout d'une grande histoire, mais je n'ai pas encore abordé avec vous ce qui est pour moi son plus gros point fort, ses personnages. Et là, attention, énorme trigger warning et drapeau rouge, vous n'êtes pas prêts pour ce que vous allez voir, car les personnages de Golden Kamuy sont de gros tarés. Là vous dites sûrement que j'abuse, mais attendez. Un psychopathe qui rêve de se faire décapiter, c'est pas assez ? Un taxidermiste qui se prend pour Karl Lagerfeld avec des peaux humaines, toujours pas ? Un zoophile qui n'hésite pas à se la donner avec des ours, non plus ? Ou encore un tueur en série pervers qui attaque ses poursuivants à coups de semence, et je ne parle pas d'armes à feu. Bref, vous l'aurez compris, Golden Kamuy comporte son lot de décraqués, ce qui nous donne à la fois des scènes hilarantes tant la réaction des personnages est hors sujet, mais également d'autres totalement folles qui vous feront vous questionner sur l'état psychologique de l'auteur. Car il y a une thématique inhérente à la majorité des personnages, la folie. Soit ils ont été traumatisés par les horreurs de la guerre, soit ce sont des repris de justice complètement déconnectés de la réalité, ou bien ce sont tout simplement des excentriques. Et leur folie permet justement au combat d'être dantesque, car dans Golden Kamuy, il n'y a pas de pouvoir. Les personnages se battent la majorité du temps avec leurs poings, des armes blanches, des explosifs ou grand maximum des armes à feu, et ajouter de la démence à tout ceci permet à l'œuvre d'avoir son lot de personnages cheatés. Si on prend l'exemple de Sugimoto, je vous promets qu'il n'a pas usurpé son surnom d'immortel, et la véracité de celui-ci nous sera montrée à maintes reprises et de bien des manières. A noter également que la majorité des personnages créés par Noda Sensei sont inspirés de personnes ayant réellement existé, notamment beaucoup de criminels apparaissant dans l'œuvre. Si on prend toujours l'exemple de Sugimoto, il est inspiré du soldat légendaire qu'est Hiroshi Funasaka, qui mériterait une vidéo qui lui est dédiée tellement son histoire est folle. Si cela peut vous intéresser, je vous mets un lien dans la description qui vous redirigera vers une vidéo qui vous contera son histoire. Malheureusement, celle-ci est entièrement en anglais. Mais ça ne s'arrête pas là. Les points de vue des personnages changent tout au long de l'histoire et les alliés de l'instant sont peut-être les ennemis de demain, car l'orgueil et l'avarice de ces chasseurs de trésors en herbe fait en sorte qu'il est difficile de savoir en qui on peut réellement avoir confiance. Et au milieu de ces jeunes timbrés et de ces vieux au flot incommensurable, se trouve l'un des personnages les plus purs qu'il m'ait été donné de découvrir. Je veux bien entendu parler d'Ashirpa. Il est donc temps d'aborder l'aspect féministe de l'histoire, car Ashirpa est un personnage profondément féministe, et je vous promets qu'il y a zéro troll là-dedans. Pour s'en rendre compte, il suffit juste d'analyser l'univers dans lequel elle évolue. Il faut se rappeler que l'émancipation de la femme n'était pas vraiment au goût du jour au siècle dernier, et d'autant plus dans une tribu très attachée à ses traditions. Chez les Ainu, pas question de voir une femme porter une arme ou un arc pour partir à la chasse. Elles sont censées se marier assez tôt, plus ou moins à l'âge d'Ashirpa, pour s'occuper de la vie du Khotan, confectionner les vêtements, s'occuper des cultures et de la nourriture et des enfants, bref, une vie de mère lambda comme dans énormément de tribus à travers le monde. Mais Ashirpa est là pour défoncer ses codes, et forte de tout ce que son père lui a appris, elle sera le renouveau de la femme Ainu. Elle chasse, pêche, dépaisse les animaux, les prépare et profite de son temps libre pour jouer avec les enfants du Khotan. Oui, Ashirpa est une femme accomplie du haut de ses 13 ans. Mais ne lui parlez pas de mariage ou de fonder une famille sous peine de vous retrouver avec une flèche empoisonnée entre les deux yeux. Il n'y a qu'à voir sa première rencontre avec Sugimoto, elle le sauve de l'attaque d'un ours d'éther et lui fait la leçon sur comment survivre en pleine nature. Ashirpa est un modèle tout simplement. Donc si vous en avez marre de toutes ces lolis décérébrés qui ne servent qu'à exciter les mecs chelous, Golden Kamuy est fait pour vous, car bien que le casting des personnages féminins ne soit pas plus fourni que ça, toutes les femmes de cette œuvre sont des reines, intelligentes,
forte et déterminée, ce qui dénote vachement comparé à la bande de dégénérés que comporte le casting masculin dans sa grande majorité. Heureusement, il y a Ogata. Noda Sensei a d'ailleurs réussi le tour de force à inverser la tendance du fanservice. Ici, oubliez les bonnets triple G et les hanches de la taille d'un tonneau. Pecs bombés, abdos saillants et torse velu de mal alpha sont le mode d'ordre de cette œuvre. Fini les main caractères frêles à la coupe trop dark accompagnés de faits à gros boobs, place au gigachad qui combattra des ours à main nue et sauvera la veuve et l'orphelin. Et je ne m'abaisserai pas à attribuer une sexualité ni à l'œuvre ni à son auteur, mais je dois bien avouer que sur certaines scènes, la testostérone est un petit peu trop concentrée. Alors, après la scène que je viens de vous montrer, vous devez sûrement vous dire que l'animation n'est pas au top, et je peux difficilement vous donner tort. En revanche, elle ne représente pas du tout le reste de la série, car malheureusement, la qualité de celle-ci est décroissante. Bref, voilà alors. Hop, crois pas que tu vas t'en tirer comme ça. Depuis le début, tu fais que nous parler de pervers et de détraqués, là. Ton mec de 25 ans, dans une relation avec une fille de 13 ans. En fait, ton histoire, c'est un truc de pédo, hein. Ah, c'est un truc de pédo, en fait, hein. Alors déjà. Et ensuite... Parce que quand je vous dis que Ashirpa est un personnage pur, c'est que cela s'étend jusqu'à sa relation avec les autres. Elle rend sensibles les cœurs de pierre, fait s'ouvrir les personnages les plus timides et n'hésite pas à hausser le ton lorsque c'est nécessaire. Elle a beau être entourée d'adultes, finalement c'est un peu elle la maman du groupe. Elle leur apprend la chasse, leur prépare à manger et leur explique la survie dans la nature et les différentes coutumes Ainu. Je vous le répète, Ashirpa est un modèle, que ce soit dans le manga ou dans la vraie vie. Concernant sa relation avec Tsukimoto, on pourrait penser à première vue qu'effectivement leur relation serait entre guillemets malsaine, mais la réalité est tout autre. Si je devais la décrire, ce serait plus comme celle d'un frère et sa sœur. Nous avons d'un côté Sugimoto qui, après avoir tout perdu durant la guerre, sombre doucement dans la folie, à force de continuellement échapper à la mort, car sa survie à ses blessures ne se fera pas sans séquelles. Étant persuadé de n'être qu'une machine de guerre, il fait la rencontre d'une jeune fille qui, elle aussi, a tout perdu, mais continue de se battre et ne perd jamais espoir de voir des jours meilleurs. Touché par sa pureté, il décide de mettre sa vie à son service et de la protéger, quoi qu'il en coûte. De son côté, Ashirpa ayant été élevée de manière à se débrouiller seule, elle a été contrainte d'endosser le rôle de chef de famille suite à la disparition de son père, et se retrouve donc sans repère à son jeune âge. En apprenant à connaître Sugimoto, elle se rendra compte que l'homme apparemment invincible qu'elle a face à elle est en réalité plus fragile qu'il n'y laisse paraître, et que sans soutien moral, il pourrait tout simplement se transformer en bête sanguinaire, un fantôme des champs de bataille. Et là forcément ça doit vous faire écho à une autre relation du genre bien connue, sauf qu'ici Ashirpa n'est pas une fangirl de Sugimoto, et nombreuses seront les fois où les solutions viendront d'elle. Je vous le répète, l'un des meilleurs personnages féminins ever. Bon, arrivé là, je dois sûrement vous donner l'impression que Golden Kamuy est une œuvre parfaite. Mais bon, mon discours est biaisé, je vous avais prévenu au début de la vidéo, je suis un très grand supporter de la série, et surtout du manga. Mais je dois bien avouer que l'œuvre a tout de même des défauts qui peuvent rebuter à se lancer, voire même faire stopper une fois qu'on a réussi à sauter le pas. Déjà, comme je vous ai dit, il y a la série animée, qui, sans être horrible, n'est pas vraiment au top des standards actuels, et peut vraiment donner une mauvaise image de ce qu'est l'œuvre en réalité. Ensuite, il y a l'univers, car comme toute grande histoire, il faut laisser le temps à l'auteur d'installer ses personnages, les tenants et aboutissants de l'histoire, pour pouvoir ensuite nous mettre des claques avec des cliffhangers de plus en plus fous. Donc je dois bien l'avouer, même si le premier tome met vraiment l'eau à la bouche, la suite peut donner l'impression de ramer et de ne pas raconter grand chose, ce qui va forcément rebuter les personnes habituées à de l'action non-stop. Ce qui m'amène au point que nombreux pourraient considérer comme une tare, ce qui n'est bien entendu pas mon cas, qui est l'aspect éducatif, surtout présent dans le manga. De longs descriptifs sur un animal précis, avec la manière de l'attraper et ensuite de le préparer, qui se clôture avec une scène ponctuée avec un de bon aloi.
Et je comprends tout à fait que l'on peut trouver ça barbant, mais personnellement je trouve ça passionnant, car on ne tombe pas dans la caricature de l'épisode filler où les protagonistes font un truc complètement rien à voir et qui n'apporte rien à l'histoire. Ici on apprendra toujours un petit truc en lien avec cette grande aventure, un nouveau piège, une légende Ainu, une nouvelle façon de préparer, etc. Donc je peux comprendre que certains trouvent cela inintéressant, mais l'auteur fait au moins l'effort de rester dans son univers pour, entre guillemets, nous apprendre des trucs. Et c'est toujours cool d'apprendre de nouvelles choses. Bref, si vous êtes en manque d'épicness, embarquez dans cette chasse au trésor aux quatre coins du grand nord japonais, car Golden Kamuy, c'est la vie. Ouais, ok, je repompe des slogans, mais moi au moins ça rime. Voilà, j'ai enfin sauté le pas pour vous partager le manga qui me hype le plus, et j'espère sincèrement que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager autour de vous pour vous aussi faire découvrir cette œuvre fabuleuse. Si jamais certaines choses que j'ai pu dire vous ont dérangé ou choqué, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, même si je pense avoir été plutôt correct dans ma présentation. Bref, merci d'avoir suivi cette vidéo, si le corps vous en dit, faites-en moi un petit retour en commentaire. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans la prochaine, et n'oubliez pas, protect Ashirpa at all cost. Que l'esprit shonen vous accompagne, et moi il me reste à vous dire à la prochaine.